Chers et chers camarades, à mon tour, je vous souhaite à toutes et tous, délégués de vos syndicats, la bienvenue à ce 25e Congrès confédéral. Il est votre congrès, celui des syndicats qui vous ont donné mandat pour les représenter. Durant ces 5 jours, vous aurez à débattre du rapport d'activité de la Confédération, à faire connaître vos critiques, vos approbations, vos commentaires, en fonction de vos expériences respectives. Puis viendra le temps de définir, dans le cadre des résolutions, la politique syndicale revendicative pour le mandat à venir. Par votre seule présence, venant de partout en France, y compris d'outre-mer, provenant de tout secteur d'activité, du service public, du service privé, de l'industrie et des services, de toutes catégories et statuts, ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs et cadres, fonctionnaires et agents publics, parfois contraints au chômage, jeunes, femmes et hommes, porteurs ou non d'un handicap, retraités, vous êtes, camarades, la force que représente la Confédération générale du travail, force ouvrière. Vous allez démontrer à la face de tous qu'il faut compter et qu'il faudra compter sur Force ouvrière, sur notre engagement collectif à œuvrer pour le progrès et la justice sociale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux en premier lieu remercier les camarades de l'Union départementale de la Seine-Maritime, ceux aussi de la Confédération ainsi que ses salariés, qu'ils soient présents ici ou qui, depuis le siège de la Confédération, préparent depuis de longs mois et suivent cet événement important dans la vie de notre organisation. Je salue tous nos invités, les invités internationaux, ainsi que les camarades anciens membres du Bureau confédéral, de fédération et union départementale. Un remerciement particulier à la mairie de Rouen et au conseil régional qui nous ont aidés dans l'organisation matérielle de ce congrès. Tenir congrès ici, dans cette région, dans cette ville de Rouen, a valeur de symbole. Il est celui, en effet, du salut à une ville d'industrie, d'échange et de commerce avec son port, de services, mais aussi de salut à sa population, aux travailleuses et travailleurs qui ont été frappés par un grave accident industriel. Tenir congrès ici est symbole de la volonté d'afficher notre conviction que l'industrie, l'emploi, le salaire ne sont ennemis ni de l'environnement, ni du climat, pour peu que l'on veuille associer effectivement la justice sociale aux nécessités environnementales, pour peu que l'on fasse passer la justice sociale et l'environnement avant les profits, avant la bourse, avant les dividendes. Mes chers camarades, nous devons rendre hommage à celles et ceux qui ont œuvré à la Confédération et qui, malheureusement, nous ont quittés. Je pense à Bernard Mourgue, Jacques Pey, Roland Reynu, qui furent membres du Bureau confédéral. Plusieurs de nos camarades qui ont siégé au sein de la commission exécutive, de fédérations et d'unions départementales, dont le souvenir nous étreint. Tous nos militants, à divers endroits, celles et ceux dont nous n'avons pas eu les noms. Un livret d'hommage vous a été remis. Président, si tu veux bien nous inviter à observer une minute de silence en leur souvenir et en leur hommage. Les camarades, on va procéder à une minute de silence, s'il vous plaît.
Merci mes camarades. Je ne peux pas ne pas commencer ce rapport d'activité par la situation internationale et par ce qui nous préoccupe tous depuis ce 24 février dernier, jour du déclenchement de la guerre à nos portes, en Europe, à l'initiative d'une puissance nucléaire, avec l'entrée de l'armée russe et ses bombardements en Ukraine qui ne cessent aujourd'hui. Ce jour-là, nous réunissions notre commission exécutive. Elle exprima aussitôt, par un communiqué, sa condamnation sans réserve, son soutien et sa solidarité à l'égard de la population, des travailleurs et de leurs syndicats en Ukraine, premières et principales victimes, comme cela est toujours le cas, ne l'oublions jamais, dans tous les conflits. Dès le lendemain, à notre initiative, un communiqué des 5 confédérations syndicales était pris, appelant à la solidarité syndicale mondiale pour la paix immédiate. Nous prenions part au premier rassemblement organisé contre la guerre, en solidarité avec la population en Ukraine, et nous avons, à la mesure de nos moyens, appuyé les initiatives concrètes en lien avec la Confédération syndicale internationale, la CSI, et les syndicats en Ukraine. Nous exprimions aussi notre soutien avec la population et les militants en Russie, en Biélorussie, qui rejettent la guerre, appellent à la paix et subissent pour cela une très dure répression. Cette tragédie que nous croyions, que nous espérions ne plus avoir à connaître en Europe, nous a conduit à rappeler le slogan du Front populaire de 1936, repris par la Confédération internationale des syndicats libres à sa fondation, dont FO était en 1949, pour le pain, pour la paix, pour la liberté, à rappeler l'attendu fondateur de l'Organisation internationale du travail en 1919, affirmant qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale. Il demeure non seulement d'actualité, mais exige notre vigilance et notre mobilisation. Ils font l'honneur de notre engagement syndical. Notre confédération, de toute son histoire, est pleinement partie prenante du mouvement syndical international. Au cours de ces 4 années, nous avons poursuivi notre engagement au sein de ses principales structures, la Confédération syndicale internationale, la CSI, le Conseil syndical de l'OCDE, ou appelé TUAC, son acronyme anglais, et la Confédération européenne des syndicats, la CES. Elles sont ici représentées et nous adresserons leur salut. Votre secrétaire général conduisait la délégation FO à l'occasion de leurs congrès respectifs en décembre 2018 pour la CSI et en mai 2019 pour la CES. Nous avons particulièrement veillé à exprimer notre solidarité avec les travailleurs et les syndicats confrontés à la mise en cause de leur liberté et de leur indépendance, à l'absence ou à la mise en cause de la démocratie et des droits fondamentaux des hommes, et parce qu'elles en sont plus souvent encore démunies, des femmes. Cela est le cas à Hong Kong, en Birmanie, en Biélorussie, au Kazakhstan, en Afghanistan. Je tiens en particulier aujourd'hui à saluer la présence de camarades de l'Union nationale des travailleurs et des salariés d'Afghanistan. Ils prendront la parole cet après-midi devant le Congrès. Réservez-leur le meilleur accueil. Nous sommes partie prenante des délégations syndicales en marge des réunions gouvernementales du G20 et du G7 afin d'y porter la voix des syndicats et des travailleurs. Notre investissement de toujours est poursuivi au sein de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dont nous avons commémoré le centenaire en 2019, nous rappelant qu'un de ses émérites fondateurs
fut Léon Jouot. Votre secrétaire général a assumé le mandat de porte-parole des travailleurs et vice-président à ce titre du Comité de la liberté syndicale de l'OIT. Ce mandat m'a été confié et renouvelé à plusieurs reprises depuis 2009 jusqu'en juin 2021, parce que la CSI et le groupe des travailleurs de l'OIT comptaient sur moi pour défendre le système de contrôle de l'application des normes et le droit de grève, mis en cause par les employeurs et certains gouvernements depuis 2012. Nous travaillons à la réalisation de plusieurs événements consacrés à l'engagement de Léon Jouot au niveau international et au sein de l'OIT. Nous avons en tête une pièce de théâtre après celle qui a été consacrée à Albert Thomas, qui fut le premier directeur général du Bureau international du travail de l'OIT, pièce qui avait été jouée à Paris en février 2020 avec notre appui. Nous projetons aussi un travail d'étude et de recherche avec l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, sur son action à l'OIT, sur l'action de Léon Jouot à l'OIT. À propos de l'IRES, il est un outil précieux. Nous avons fait réaliser plusieurs études, d'autres sont en cours, importantes pour éclairer nos analyses. Visitez aussi le stand qui lui est consacré et qui est ici au sein de l'ensemble des stands. Au niveau européen, nos revendications principales portent sur l'instauration d'un protocole de progrès social. C'est une vieille revendication et le respect effectif d'un socle de droits sociaux, à commencer par l'instauration de salaires minima dans chaque pays, afin de contrer le dumping social et d'aller, de fait, à une révision des modalités de la construction européenne qui établissent, ou pour établir, le primat du progrès social. Chers camarades, la situation internationale et européenne, que ce soit sur le plan politique ou économique et social, est inquiétante et devient de plus en plus incertaine. L'OIT évalue à 207 millions le nombre de chômeurs dans le monde en 2022, soit 21 millions supplémentaires par rapport à 2019. 30 millions d'adultes sans travail rémunéré sont tombés en 2020 dans l'extrême pauvreté. Le nombre de travailleurs extrêmement pauvres, parce qu'ils ne gagnent pas assez pour se maintenir, eux et leurs familles, au-dessus du seuil de pauvreté, a augmenté de 8 millions. Plus de la moitié de la population mondiale, mes camarades, 4,1 milliards de personnes, ne bénéficient d'aucune protection sociale, les populations en Afrique étant les plus démunies. Or, force est de constater que le mouvement syndical international est insuffisamment visible et efficace, et peut-être même plus difficile aujourd'hui, bien qu'unifié au sein de la CSI, à réaliser, à exprimer. Notre confédération y a toujours joué un rôle déterminant. Il nous faut et il nous faudra renforcer notre action en lien avec nos fédérations également impliquées dans les fédérations industrielles internationales pour œuvrer à la solidarité ouvrière et au contrepoids syndical indispensable face au capitalisme et à l'emprise de l'économie financière qui, toujours en ce XXIe siècle, appauvrissent quand ils n'affament pas, livrent à l'exploitation, sans droit et sans protection sociale, au conflit et contraignent à l'émigration enfants, femmes et hommes dans de trop nombreux pays. Camarades, à quelque endroit que nous militions, à quelque endroit que vous militiez, ne perdons jamais de vue la dimension internationale de notre engagement syndical pour la justice sociale. Elle en est sa grandeur, mes camarades. Je me dois de vous dire et vous assurer que nous sommes, depuis plusieurs semaines,
entièrement mobilisés pour que soient au plus vite libérés nos deux camarades, Cécile Collère et Jacques Paris, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui, alors qu'ils visitaient l'Iran à titre privé à l'occasion de leur congé, ont été totalement injustement arrêtés. Les raisons invoquées par les autorités iraniennes, qui les détiennent en réalité en otage, étant sans fondement aucun. Je m'y suis engagé, je resterai mobilisé sans relâche, pilier de leur famille. J'en viens à la situation nationale. Tout au long du mandat qui s'achève, depuis le congrès d'avril 2018, la Confédération générale du travail Force ouvrière a dû faire face à une politique poursuivant et accentuant la remise en cause du modèle social bâti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous l'égide du Conseil national de la résistance et auquel notre Confédération est non seulement attachée, mais est identifiée, tant elle a contribué à le faire évoluer et progresser. Ces 4 années ont aussi été marquées par des circonstances particulières, inattendues. Nul n'était préparé. Circonstances qui ont affecté l'ensemble de la population, ainsi que l'exercice des libertés individuelles et collectives et, de fait, l'action syndicale. Succession d'états d'urgence et mesures d'exception face aux actes terroristes et à la pandémie de Covid-19. Surgissement, via Internet et les réseaux sociaux, de médias d'expression sans régulation et surgissement de modes de contestation et manifestation hors du champ politique ou syndical. Affaissement de l'adhésion et du crédit accordé aux partis politiques historiques qui alternaient au gouvernement au profit de mouvements souvent personnifiés. Contournement de la démocratie parlementaire et représentative. La Confédération elle-même a été confrontée au risque d'une déstabilisation qui nous a conduits à devoir élire un secrétaire général en novembre 2018, à peine 6 mois après la tenue de son congrès et la démission de celui qui venait d'être élu. Nous nous sommes efforcés de faire face sur le terrain de l'action syndicale indépendante. Nous avons fait en sorte de nous déterminer par nous-mêmes sur les sujets de notre compétence. À cette fin, nous avons œuvré à assurer et renforcer la pleine maîtrise de notre structure, de notre administration, de notre politique revendicative et gestionnaire par le Comité confédéral national et la Commission exécutive confédérale avec l'appui de la Commission de contrôle. En cela, nous nous voulons continuateurs du syndicalisme ouvrier dans ses traditions et dans son action pour la défense des intérêts moraux et matériels, économiques et professionnels des salariés. À commencer, camarades, par la défense du salaire. De longue date, FO a été identifié comme étant le syndicat de la feuille de paix. La formule nous sied, elle nous sied même très bien. Nous en avons rappelé la raison dans le discours public prononcé place de la Bastille au départ de la manifestation à Paris lors de la journée de mobilisation interprofessionnelle du 27 janvier 2022. Le salaire est ce qui fait la condition des travailleurs. On nous a beaucoup abreuvé, en paroles, de la valeur travail, de sa reconnaissance, de son partage. Camarades, les salariés ne demandent pas la charité. Ils ne demandent pas, ils ne quémandent pas un chèque alimentaire, une indemnité inflation, une prime Macron. Ils revendiquent d'être rémunérés, justement, de leur travail. Parce que la reconnaissance effective, le partage de la valeur travail, c'est le salaire.
parce que le salaire doit permettre à tout un chacun de vivre dignement de son travail. Nous le savons, dans le système capitaliste, le salaire se heurte au profit recherché par le propriétaire du capital. Pour lui, le travail est un coût, le coût du travail que nous opposent les gouvernements et les employeurs au nom de la compétitivité. Or, le propriétaire du capital est de moins en moins le patron, celui que l'on connaît, avec qui on peut aller discuter, négocier directement, même si parfois c'est âpre. De plus en plus, ce sont les détenteurs du capital financier, anonymes, qui circulent d'un placement boursier à un autre, le plus souvent sans rencontrer de contrôle, d'impôts ou de taxation, déconnectés de l'économie réelle et qui imposent les restructurations, les délocalisations, afin de maximiser la rentabilité actionnariale. Et nous, syndicalistes, le savons. Le salaire, comme contrepartie du travail, ne résulte pas d'un simple calcul économique d'experts économistes qui, au demeurant, le trouvent souvent trop cher. Le salaire dépend de la capacité du travailleur à faire valoir sa juste rémunération. Il est le produit du rapport social dans l'entreprise, dans la branche, face aux employeurs, mais dans ce rapport, il affronte en dernier ressort le capital financier. Là est la raison du syndicalisme, de son caractère de classe. Sa raison, notre raison, est d'établir le rapport de force pour accroître la part de richesse revenant au travail, la part de richesse consacrée au bien-être quotidien des travailleurs et la part de richesse affectée à la protection de chacun face aux aléas de la vie, santé, chômage, accident du travail, la part de richesse affectée à la possibilité de se former, de se loger et au droit à la retraite. C'est cela le salaire dans son entièreté, le salaire direct complété du salaire différé qui finance la protection sociale collective. Comprendre les mécanismes de formation de la rémunération, en déjouer les dispositifs d'évitement et de substitution qui ne répondent que partiellement aux besoins des travailleurs, tout en exonérant les profits distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Comprendre et déjouer aussi les dispositifs d'affaiblissement de la négociation collective, comme l'individualisation des rémunérations, comme l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des garanties collectives de branche, comme les processus de sous-traitance en cascade et d'externalisation. Comprendre et expliquer, apporter cette connaissance et cette compréhension aux salariés. Là est le premier rôle que s'assigne la Confédération générale du travail Force ouvrière. Œuvrer à combler ce manque pour l'ouvrier que soulignait Fernand Pelloutier, celui de la science de son malheur. Là est la parole de FO, là est son œuvre formatrice, là est son œuvre émancipatrice. Depuis la fin de l'été 2021, du fait de l'inflation des prix, alimentation, énergie, carburant, jusqu'à ces dernières semaines, dans le contexte de la campagne pour l'élection présidentielle, aujourd'hui de l'élection législative, le sujet du pouvoir d'achat a occupé une place plus importante de l'actualité. Il est devenu une urgence. Mais le sujet du pouvoir d'achat ne doit pas détourner de celui des salaires. Les réponses qui ont été apportées ou annoncées ne sont en effet pas toujours, depuis de nombreuses années, l'augmentation des salaires. Nous n'avons pas attendu ces dernières semaines, ni les mobilisations interprofessionnelles avec appel à la grève les plus récentes, le 5 octobre et le 27 janvier dernier, pour le dire. Le 9 octobre 2018, déjà, une journée nationale
de mobilisation et de grève interprofessionnelle. En tête des revendications, l'augmentation générale des salaires, des retraites et des pensions, des traitements et minima sociaux. Nous n'avons pas été écoutés, ni du gouvernement, ni du patronat. En quelques jours et quelques semaines plus tard, face à l'augmentation des prix des carburants notamment, allait se déclencher le mouvement des Gilets jaunes. Nous avons alors mis en avant notre revendication d'une réponse immédiate par la généralisation d'une prime transport pour celles et ceux n'ayant d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour aller travailler. Nous l'avons d'ailleurs rappelé cet automne quand les prix du carburant sont repartis à la hausse. Notre objectif était d'examiner les conditions de la mise en œuvre de négociations au niveau des branches afin de s'assurer que tous les salariés concernés puissent en bénéficier. Mais au-delà de cette réponse ciblée, lors des réunions au ministère du Travail, puis à l'Élysée avec le Président de la République, nous en appelions, je cite, à l'ouverture de négociations conduisant à l'augmentation des salaires, à actionner les deux leviers du SMIC et du point d'indice de la fonction publique et à relancer les processus de négociation dans les branches, à commencer par celles où les minima demeurent en dessous du SMIC. C'était en 2018, camarades. Et déjà, le gouvernement, par la voix du Premier ministre, puis de la ministre du Travail, fermait la porte d'une augmentation du SMIC au-delà de la revalorisation réglementaire parce que, disait-il, augmenter le SMIC aurait conduit à augmenter le coût du travail. Cette obsession qui reviendra au moment de la conférence de financement sur les retraites. Le choix d'y substituer la prime d'activité pour un montant de 100 € mensuels pour les salariés au SMIC, sans autre ressource, était pourtant l'aveu qu'on ne peut pas vivre décemment, bien que travaillant, avec un SMIC à ce niveau. Le succès de la prime d'activité, d'ailleurs, quant au nombre de salariés concernés, révèle l'ampleur de la faiblesse des revenus salariaux. Plus de 4 millions de foyers concernés, comme plus récemment, en décembre 2021, le versement d'une indemnité inflation de 100 € aux salariés et pensionnés percevant moins de 2 000 € net mensuels faisait la démonstration que plus de la moitié des salariés, le salaire médian net se situe à 1 940 €. Plus de la moitié des salariés, donc, ne pouvaient faire face à l'augmentation des prix avec leur seul salaire, puisque le gouvernement décidait de verser cette prime de 100 €, cette indemnité inflation de 100 €. Confrontés à une politique constante des gouvernements depuis de nombreuses années, nous avons consacré un éditorial publié le 1er décembre 2021 au SMIC. Nous y contestions que les gouvernements se réfugient systématiquement derrière l'avis d'un groupe d'experts sur le SMIC qui, en 12 années d'existence, a toujours prôné l'absence de coup de pouce. Je les ai publiquement appelés, les 10 experts, à compléter leur expertise par un stage en immersion d'1 année au seul SMIC. On verra alors s'ils estiment toujours que le SMIC est trop cher. Nous en appelons au rétablissement d'une véritable consultation sur la base d'un débat sincère et public entre le gouvernement, les employeurs et les organisations syndicales. Je l'ai encore rappelé mercredi dernier à la Première ministre que j'ai rencontrée. Augmenter le SMIC au-delà de l'augmentation réglementaire, le coup de pouce, est une revendication légitime et de justice sociale. Notre revendication est de le porter à 80% du salaire médian, ce qui ferait aujourd'hui 1 500 € net mensuels. Augmenter le SMIC est aussi un appui, un facteur de dynamique des négociations de salaire, portant sur les grilles dans leur ensemble, dans les conventions collectives de branche et d'entreprise. Mais, au passage, camarades,
Si nous considérons que le SMIC n'est pas assez élevé aujourd'hui, n'oublions pas qu'il est une conquête syndicale, que la suppression des abattements géographiques, puis le passage du SMIG avec un G garanti au SMIC avec un C de croissance, en a assuré depuis les années 70 pour tous une revalorisation tenant compte de l'inflation et de l'augmentation du salaire moyen ouvrier et employé. C'est cela qui a conduit à ce qu'il soit augmenté automatiquement à 3 reprises ces derniers mois. Trop peu de conquêtes syndicales sont connues et reconnues comme telles pour que nous ne le rappelions pas. Si trop de salariés sont confinés, scotchés, comme je l'ai dit, au SMIC, quelle serait cependant leur situation s'ils n'existaient pas? Mes chers camarades, ce que nous avons gagné, veillons à ne pas le perdre et œuvrons sans cesse à l'améliorer. Notre mobilisation a été constante. Au niveau national interprofessionnel, la Confédération a pris part, en étant aussi à l'initiative, à plusieurs mobilisations portant sur la question des salaires. Ce fut le cas en janvier 2019. Nous nous étions adressés aux 4 autres confédérations. Cela a conduit à un appel à la grève et à manifestation le 19 mars 2019, auxquels se sont associés, outre les confédérations, la nôtre et CGT, la FSU, Solidaire, l'UNEF et certains syndicats lycéens. Nous, FO, avions pris soin d'établir un cahier revendicatif détaillé, adressé au gouvernement et au patronat et présenté publiquement lors d'une conférence de presse. Plus récemment, à la suite de notre CCN réunie les 27 et 28 mai 2021, nous avons enclenché une mobilisation centrée sur le slogan de Force ouvrière « Un vrai travail, un vrai salaire », qui a donné lieu à une journée de grève et manifestation le 5 octobre 2021, mobilisation qui a été renouvelée le 27 janvier 2022. Dans le même temps, de nombreuses mobilisations et négociations se déroulaient dans les branches et entreprises, auxquelles la Confédération a apporté son soutien, intervenant publiquement et auprès des pouvoirs publics en leur appui. Si la pandémie a mis en avant des préoccupations des salariés et de nos syndicats, la préservation de la santé et de l'emploi, FO n'a pas pour autant baissé la garde sur les salaires. Nous avons, d'une part, défendu le maintien du niveau d'indemnisation des salariés en activité partielle, le chômage partiel, et d'autre part, contesté que ce niveau d'indemnisation ne soit pas porté à 100% quand les entreprises étaient, elles, indemnisées à 100%. Le déploiement massif des aides publiques aux entreprises, le quoi qu'il en coûte, face à l'arrêt et au ralentissement de pans entiers de l'économie, a mis en exergue la revendication portée par FO d'une mise sous condition de ces aides et de leur contrôle assorti de sanctions. Cette revendication, et nos fédérations ou syndicats l'ont parfois obtenue, est que toute aide publique, à tout le moins, interdise les licenciements. La crise sanitaire liée à la pandémie a mis en évidence la faiblesse des rémunérations du secteur de la santé. À force de mobilisation a été ouverte ce qui a été appelé la négociation du Ségur. La Confédération a appuyé sa fédération des services publics et de santé et celle de l'action sociale dans les mobilisations comme dans les négociations. Et il a fallu être vigilant jusqu'au dernier moment. FO a ainsi réussi à imposer sa revendication d'une revalorisation socle pour tous, les 183 € nets mensuels. Et je peux l'affirmer, envers et contre les pressions qui nous furent exercées jusqu'à moi, venant à la fois et de manière synchronisée du Premier ministre et du secrétaire général de la CFDT.
Il fallut mobiliser et tenir pour obtenir que les 183 € soient étendus à d'autres secteurs du social et du médico-social. Tout n'est pas encore gagné. Dès 2019, avant que la pandémie n'arrive, nous avions lancé une campagne avec les fédérations concernées pour ce que nous appelions la reconsidération et la revalorisation d'ensemble des emplois de service à la personne. FO a élargi cette campagne aux emplois dits de la deuxième ligne ou essentiels, eux aussi mis en évidence dans le contexte de la crise sanitaire, très souvent confinés au bas salaire, souvent à temps partiel ou en contrat précaire et souvent occupés par des femmes. Si, là encore, on a entendu quelques messages de reconnaissance, la plupart des salariés concernés attendent toujours. La Confédération n'a eu pourtant de cesse d'en appeler à ce que la revalorisation d'ensemble de ces emplois soit placée au cœur du plan de relance qui avait été annoncé par le gouvernement. Chers camarades, si le salaire est effectivement le produit du rapport social, non seulement il nous faut élargir le rapport de force en notre faveur pour négocier dans les meilleures conditions, mais il nous faut aujourd'hui nous mobiliser pour libérer, je dis bien libérer, la négociation collective et lui redonner sa pleine place. C'est pourquoi nous avons mis en avant les effets pervers des dispositifs se substituant aux augmentations du SMIC et aux augmentations de salaire dans le cadre des négociations de branche et d'entreprise. Ces effets pervers sont d'une part les effets de seuil, quand le bénéfice d'une aide au pouvoir d'achat, comme la prime d'activité, l'indemnité inflation, le chèque énergie, quand le bénéfice de cette aide est soumis à un niveau de revenu. Ceux qui se situent à peine au-dessus ne la perçoivent pas, cette aide, et ne voient pas pour autant leur salaire augmenter. D'autres qui ont vu une revalorisation de salaire ont vu malheureusement cette revalorisation effacée parce que, passant au-dessus du seuil, annulant le bénéfice de l'aide au pouvoir d'achat dont ils bénéficiaient. S'y ajoutent les effets des diverses exonérations sociales et fiscales, dont la réduction générale des cotisations patronales, ex-réduction Fillon, plus la transformation du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, en exonération supplémentaire. Et voilà maintenant la prime pouvoir d'achat, encore appelée prime Macron, mais ce n'est pas lui qui la paie. En réalité, c'est nous qui la payons, car elle est, elle aussi, exonérée de cotisations sociales. D'exceptionnel, la PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, pourrait, nous dit-on, devenir pérenne, jusqu'à 6 000 €. Attention, camarades, bien sûr, pour celui qui la percevrait, c'est bon à prendre, 6 000 €. Mais attention aux effets pervers. Tout d'abord, c'est au niveau de l'entreprise. Le montant sera variable en fonction de l'entreprise, de l'emploi occupé. Elle sera sans doute plus faible dans les plus petites entreprises quand elle sera versée. On n'est plus dans le salaire, mes camarades. A fortiori, à de tels niveaux, elle se substituerait à l'augmentation pérenne des grilles de salaire. Attention, mes camarades, on s'écarte du principe essentiel, à travail égal, salaire égal. On s'écarte des grilles de salaire liées aux qualifications, à l'ancienneté. Vous y êtes toutes et tous confrontés dans les branches et entreprises. Non seulement il n'a jamais été démontré que ces allègements favorisent l'emploi, mais ils conduisent de fait à brider les négociations de salaire. Les employeurs freinent la négociation
pour ne pas passer au-dessus du plafond de ces exonérations, ce qui aboutit, vous le savez très bien, au tassement des salaires dans les bas de grille. Il est ainsi frappant de constater qu'aujourd'hui, de l'ordre de 12% de la population salariée se situe au SMIC, quand cette proportion était de 3% au début des années 70, lorsque le SMIG, avec un G, est devenu le SMIC. On assiste, de fait, à un déclassement, quand ce n'est pas, pour de trop nombreux salariés, une paupérisation. Les agents de la fonction publique qui subissent le gel du point d'indice de base de la rémunération n'y échappent pas. Comment s'étonner alors que l'on recrute difficilement? Comment s'étonner alors que l'on recrute difficilement, que l'on peine à garder des fonctionnaires sur leurs emplois, dont la noblesse est pourtant de servir la fonction publique, de servir le service public, de servir la République? Lors d'une conférence de presse, nationale qui présentait les travaux du Comité confédéral national réuni les 2 et 3 novembre 2021, en perspective de ce congrès confédéral, nous en appelions à une mise à plat de tous ces dispositifs qui sont autant de trappes à bas salaire, vous connaissez la formule. Nous revendiquions aussi, à nouveau, la nécessaire réglementation des processus d'externalisation et de sous-traitance en cascade et de leurs appels d'offres, gouvernés par la recherche du moindre coût du travail, c'est-à-dire du moindre coût salarial, et qui enferment nombre d'emplois dans les bas salaires sans perspective d'évolution. C'est une forme moderne de taylorisme. Nous en appelons aussi à libérer la négociation collective de l'inversion de la hiérarchie des normes et de la mise en cause du principe de faveur résultant de la loi travail de 2016 et des ordonnances de 2017. À ce sujet, nous pouvons nous féliciter du résultat obtenu au Conseil d'État sur les rémunérations minimales hiérarchiques. Que les organisations d'employeurs se soient associées à la démarche de FO doit d'autant plus conduire à rétablir le rôle régulateur des branches. Cela nous paraît plus que nécessaire dans le contexte d'une politique indispensable de reconquête du tissu industriel et de l'activité économique, afin d'éviter que la concurrence au sein d'une même activité ne s'exerce sur le coût du travail. Tout au long de ce mandat, nous avons eu à faire face, et cela n'est pas terminé, voire pourrait s'aggraver, à l'affaiblissement des droits collectifs et individuels de représentation des salariés, concentration des CSE, réduction du nombre de mandats de représentation, limitation du renouvellement des mandats, suppression des CHSCT, contournement des syndicats et de la négociation collective avec le référendum, instauration de barèmes d'indemnisation au prud'homme en cas de licenciement injustifié. Nous n'entendons pas désarmer, comme nous l'avons signifié encore en refusant de nous prêter à la mise en place d'un plan d'accompagnement de la mise en œuvre des ordonnances travail, dont nous dénonçons les effets délétères. Nous l'avions dit aussi, la mobilisation contre la loi travail et les ordonnances de 2017, nous la mènerions sur tous les fronts. Le résultat récent de la plainte que nous avions portée à l'OIT en application de la Convention 158 sur la protection des travailleurs en cas de licenciement doit nous permettre de redonner la possibilité d'un véritable contrôle judiciaire sur le caractère de cause réelle et sérieuse du licenciement, y compris à l'issue d'un refus du salarié de la modification de son contrat suite à la signature d'un accord de performance collective, les trop célèbres APC, et nous n'avons pas dit notre dernier mot, je vous le maintiens, contre le barème. Nous, FO, ne ferons pas la promotion, même co-construite, de la loi et des ordonnances travail. Nous en demandons l'annulation. Nous ne sommes pas des co-constructeurs. Nous sommes un syndicat revendicatif, exigeant dans la négociation, contestant quand il le faut, mobilisant quand il le faut.
Lorsqu'a surgi le mouvement des Gilets jaunes, à ceux qui nous apostrophaient, y voyant l'expression d'un échec des syndicats, nous opposions qu'il fallait plutôt y voir l'échec de ceux, gouvernement ou patronat, qui depuis trop longtemps n'écoutaient pas les revendications portées par les syndicats sur les salaires et le pouvoir d'achat et contre la désertification accentuée par les fermetures de services publics locaux. Encore récemment, il a fallu que survienne la crise sanitaire et ensuite une enquête journalistique sur un groupe privé d'établissements pour personnes âgées pour révéler la situation de l'hôpital et des EHPAD, quand nos syndicats, notre fédération, alertaient pourtant de longue date, y compris à force de mobilisation, sur le manque criant d'effectifs et de moyens. La réponse du pouvoir au mouvement des Gilets jaunes ou sur le sujet du climat et de l'environnement a pris la forme de diverses initiatives, nourrissant la confusion des rôles respectifs des uns et des autres, syndicats, partis politiques, associations. Nous nous sommes alors gardés de toute tentative ou forme d'instrumentalisation ou d'association qui mettrait en cause l'indépendance de la Confédération générale du travail Force ouvrière. Nous avons en particulier récusé l'appellation de corps intermédiaires, très souvent utilisée, corps intermédiaire, qui aurait pour rôle d'arbitrer ou d'être associé à l'arbitrage du conflit d'intérêts entre ceux des salariés, les intérêts des salariés, et ceux des employeurs et pouvoirs publics, entre les intérêts du capital et ceux du travail. Chers camarades, nous ne sommes pas un corps intermédiaire parce que nous ne sommes pas étrangers ou extérieurs aux salariés. Notre conception fondamentale du syndicat est celle de son caractère d'organisation de classe, de la classe ouvrière et de son indépendance. Et ce ne sont pas des propos tenus simplement à la tribune, comme effet de tribune, entre nous, lors de nos congrès ou assemblées. Lors d'une réunion à l'Élysée le 10 décembre 2018, nous étions en plein mouvement des Gilets jaunes, qui associait les interlocuteurs sociaux et les représentants des collectivités territoriales et les trois assemblées, Assemblée nationale, Sénat et CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Nous avons clairement précisé à quel titre nous nous exprimions. Je cite, « porteur du mandat confié par les syndicats et de l'attente des adhérents ainsi que des salariés qui apportent leur suffrage aux listes FO lors des élections professionnelles. Nous ne nous sommes pas laissés dissoudre dans le grand débat, précisant que nous n'en serions ni organisateurs ni co-organisateurs. En cela, nous demeurons dans les raisons qui avaient amené, et nous l'avons rappelé ce jour-là, qui avaient amené FO à appeler à voter non au référendum de 1969 qui aurait conduit à la fusion du Sénat et du Conseil économique et social. Nous n'avons jamais confondu ce que l'on appelait auparavant la politique de présence avec l'intégration du syndicat, que ce soit au rouage de l'État ou à l'action des gouvernements et des partis politiques. Pour FO, le débat, c'est celui d'un dialogue social effectif, sur un pied d'égalité, fondé sur l'information et la consultation et non à sens unique. Ce n'est pas un semblant de concertation qui n'a d'autre fin que de servir de caution ou d'associer le syndicat à une décision prise par avance. Nous l'avons encore, ces derniers temps, réaffirmé clairement face au projet du recul de l'âge de la retraite porté par le Président de la République. La question de notre participation ou non à telle ou telle concertation est d'ailleurs revenue à plusieurs reprises. C'est légitime. Cela a été le cas sur les retraites et sous une autre forme avec la crise sanitaire.
nous avons su éviter d'en faire une position dogmatique, parce que nous avons su éviter le double piège, celui de la chaise vide ou celui de l'accompagnement. Nous n'avons jamais déserté le terrain et partout, chaque fois que nous le pouvons, nous portons nos analyses, positions et revendications sous le contrôle de nos instances, en nous assurant de rendre compte de nos interventions afin que nous puissions en débattre et décider sereinement de la conduite à tenir. Ainsi, sur les retraites, nous avons été très clairs. Opposés au principe même du régime unique par points, nous n'allions pas prendre part à la mise en œuvre de ces réglages. On l'oublie, mais le gouvernement devrait s'en souvenir. Déjà à l'époque, de multiples débats dits participatifs et citoyens avaient été organisés, auxquels prenaient part les ministres jusqu'au Premier ministre. Cela ne nous a cependant pas empêchés de déposer et de porter nos revendications précises, tant auprès du haut-commissaire qu'au gouvernement, lorsqu'est venue la conférence de financement, censée proposer une alternative à l'âge pivot pour équilibrer le financement des retraites. Nous avons refusé que l'on nous impose un cadre contraint, nous interdisant de négocier ce célèbre coût du travail, alors que c'est l'essence même du syndicat de négocier la rémunération du travail. Si nous avons siégé aux premières réunions, c'était avec l'objectif affirmé publiquement de veiller aux mesures qui pourraient y être débattues, craignant que d'autres ressources du salaire différé, nous pensions en particulier aux accidents du travail et maladies professionnelles ou au logement, que ces ressources soient détournées. Lorsqu'à l'évidence, l'impasse annoncée s'est confirmée, souvenez-vous, nous en sommes sortis et nous avons pris l'initiative alors de nous adresser aux organisations patronales et aux confédérations syndicales afin de pouvoir en échanger librement, hors de la tutelle de l'État. Nous avons obtenu une réunion libre des 3 organisations patronales et des 5 confédérations syndicales. Elle s'est tenue le 19 mars 2020 dans les locaux de la Confédération. Elle s'est tenue aussi dans un autre contexte. Bien que la pandémie soit survenue entre-temps et que l'on pouvait craindre que l'on veuille étouffer l'action syndicale au nom de l'urgence sanitaire, nous avons, dans le relevé de conclusion de cette réunion, proposé par FO, rédigé par FO et accepté par les 8 organisations, dont la nôtre bien sûr, nous avons dans ce relevé de conclusion réaffirmé, je cite, la liberté de comportement des interlocuteurs sociaux et le principe de l'autonomie de la négociation collective hors de toute tutelle étatique. Nous y avons ajouté des principes importants dans les circonstances auxquelles nous étions confrontés, responsabilité des pouvoirs publics et des entreprises quant à la santé et sécurité des travailleurs, rôle des services publics et de nos systèmes de protection sociale collective. Quelque temps plus tard, indiquant lors d'une réunion à l'Élysée que nous ne nous reconnaissions pas dans la formule d'union sacrée utilisée par le président de la République qui déclarait la guerre au Covid, nous avons mis en échec le projet d'une charte ou d'un pacte d'engagement commun. Les pressions étaient pourtant fortes. La CFDT avait obtenu la veille, avec la CFTC, l'UNSA, la CGC, ainsi que les 3 organisations d'employeurs et la FNSEA, une déclaration commune adressée en ce sens au président de la République. Nous l'avons fait échouer. Dès les premiers contacts avec le nouveau Premier ministre, nommé en juillet 2020, qui à son tour parlait de pacte social, nous avons prévenu que nous ne changerions pas de position, étant décidés à préserver à la fois l'indépendance du syndicat et la pratique contractuelle fondée sur la liberté de négociation collective. Nous avons su maintenir notre attitude syndicale tout au long de la crise sanitaire, que ce soit dans le cadre de l'agenda social ou du pacte ou du plan de relance devenu France 2030.
sur ce qu'on appelle, c'est un terme très à la mode maintenant, la gouvernance d'une manière générale. Nous ne serons partisans jamais de la cogestion. On ne peut pas être gouvernant et gouverné. La formule n'est pas de moi, elle était la réponse d'André Bergeron à l'association Capital Travail portée par le général de Gaulle. Contre l'esprit et l'objectif de la loi travail, des ordonnances et des réformes annoncées de l'assurance chômage et des retraites, mettant en cause l'existence même de la négociation collective et du paritarisme au niveau national interprofessionnel, la Confédération s'est aussi efforcée de trouver les voies et moyens de redynamiser la négociation collective. Nous sommes ainsi parvenus à négocier l'accord national interprofessionnel du 28 février 2020 pour les cadres, celui du 26 novembre 2020 sur le télétravail et celui du 10 décembre 2020 sur la santé au travail. Pour ces 3 négociations, il a fallu, je vous le confirme, je vous le redis, la détermination de FO pour que l'emporte la négociation collective là où la volonté affichée du gouvernement était de légiférer, ce qui, à l'évidence, gênait moins d'autres organisations syndicales qui soit n'ont jamais privilégié la négociation et la pratique contractuelle, soit s'en sont éloignées ou ont démissionné, privilégiant une démarche de lobbying auprès des pouvoirs exécutifs et parlementaires. Il a fallu aussi contraindre, et les circonstances, il faut bien le reconnaître, y ont aidé, le MEDEF, qui avait plutôt fait sa religion du renvoi au seul niveau de l'entreprise. Sur les retraites complémentaires, nous avons constamment dénoncé la mise en place du coefficient de solidarité qui a créé un précédent de l'âge pivot que préconisait le gouvernement dans son projet de système universel de retraite par points. Si nous avons signé l'accord Agirc-Arrco en avril 2019 parce qu'il maintenait le pouvoir d'achat des pensions complémentaires sur les années à venir, nous avons évidemment refusé et contesté l'avenant de juillet 2021 qui remettait en cause cet accord. Si nous n'avons pas signé l'accord-cadre sur la formation professionnelle, nous n'en avons pas moins affirmé notre détermination à poursuivre les négociations sur la base de nos revendications. La négociation collective et la pratique contractuelle sont indissociables du rapport de force entre les parties à la négociation. C'est tout le sens de la définition que porte FO du réformisme militant. Au-delà de slogans et plus souvent aujourd'hui de tweets plus ou moins bien sentis ou cinglants, le rapport de force se construit d'abord sur la parole et le crédit de la parole de FO. Le crédit de la parole de FO et sa portée sont le premier facteur de mobilisation des syndicats et adhérents et de l'adhésion des salariés à son action. Ils conduisent nos interlocuteurs et contradicteurs, patronat, gouvernement, autres syndicats, médias, à devoir les prendre au sérieux, à devoir y répondre ou s'expliquer. Notre mobilisation sur le conflit et le conflit sur les retraites, cette victoire à la fois sociale et intellectuelle que nous a attribuée dans ces termes une journaliste de l'opinion, est exemplaire. Nous garderons en mémoire le 21 septembre 2019, ce grand rassemblement, 10 000, 15 000, FO à Paris, place d'Enfer Rochereau, annoncé dès le mois de juin précédent, soutenant notre conviction qu'il faudrait convaincre d'aller à la grève interprofessionnelle sans se tenir à une journée de 24 heures si nous voulions mettre en échec le projet de système universel de retraite par points. Ce 21 septembre fut le point d'appui, nous donnant crédit quand notre comité confédéral national, réuni les 25 et 26 septembre suivants, je cite, « soumit la proposition de rejoindre par un appel interprofessionnel la grève unie annoncée par les syndicats de la RATP et des transports à compter du 5 décembre et enjoignit nos syndicats d'organiser les réunions et assemblées générales pour la préparer. » «
Le crédit de force ouvrière fut tout au long de ce conflit double. Double car, d'une part, nous nous fondions sur notre expertise, acquise par notre engagement de toujours dans la sécurité sociale, les retraites en particulier, et le paritarisme, dont on reconnaît souvent la paternité à la Confédération et son secrétaire général, André Bergeron. Et d'autre part, parce que notre comportement est celui d'un syndicat libre, indépendant, convaincu que la grève est un droit inhérent à celui de la négociation collective et de la pratique contractuelle, un droit auquel les travailleurs doivent pouvoir recourir librement quand ils n'ont d'autres moyens pour défendre et faire valoir leurs droits et revendications. Si l'on prend la peine de relire la résolution unanime du Comité confédéral le 26 septembre 2019, on y trouve l'essentiel des arguments et revendications que nous avons portés tout au long de ces 6 mois de combat syndical, à tous les endroits, adhérents et salariés, au premier chef, bien sûr, mais aussi à la présidence de la République, au gouvernement, aux parlementaires, par le canal aussi de la presse écrite et audiovisuelle, tant sur le sujet des retraites lui-même que sur la nécessité de la grève et les modalités de l'action syndicale. Cela a été souligné par la plupart de ses interlocuteurs, comme par de très nombreux militants et salariés. Beaucoup me l'ont dit. FO est sans conteste l'organisation syndicale qui est apparue comme maîtrisant son sujet, faisant autorité, capable de donner la réplique au gouvernement et à sa majorité sur les moindres aspects sans jamais être contredite. Certaines de nos interventions, en particulier lors de débats publics avec les principaux ministres et parlementaires concernés, ont retenu l'attention très largement, ont fait le buzz, comme on dit. Mes chers camarades, en 40 années bientôt de militantisme, je n'ai pas le souvenir que nous ayons œuvré, comme nous l'avons fait, à réussir une mobilisation prenant la forme d'une grève interprofessionnelle effective. Dès le mois de février 2019, nous nous étions adressés aux autres confédérations syndicales, affirmant que le rapport de force interprofessionnel ne pouvait se réduire, je cite ce que nous leur écrivions, à une journée d'action ou une succession de journées d'action sans lendemains heureux, mais qu'il nous fallait convaincre une large majorité des salariés, publics et privés, à s'arrêter une journée ensemble et qu'il fallait le construire. Dès le mois d'août suivant, FO annonçait publiquement, en titre d'une interview, que nous étions prêts à la grève interprofessionnelle sur le dossier des retraites. Et, s'appuyant sur la réussite du 21 septembre, nous nous sommes donc saisis du 5 décembre et de sa perspective d'une grève reconductible. Le 5 décembre a été incontestablement une réussite de la mobilisation, près d'1 million recensés par le ministère de l'Intérieur. La grève a atteint également un niveau qui n'avait pas été observé depuis longtemps, bien sûr dans les transports, mais aussi par sa dimension interprofessionnelle. Trains, métro, bus à l'arrêt, vols annulés, écoles et universités fermées, fort taux de grève à EDF, dans la fonction publique hospitalière et des arrêts de travail dans le secteur privé, dans le commerce, la grande distribution, y compris dans certaines PME. Nous savions que le succès dépendait de 2 paramètres. L'un, que nous ne maîtrisions pas, la reconduite de la grève dans les transports, notamment la SNCF et la RATP, où nous n'étions pas alors les plus implantés. Le deuxième paramètre était celui de notre capacité d'élargir le mouvement de grève, de cessation concertée du travail. Mes chers camarades, nous n'avons pas failli, ni quant à notre conviction, ni quant à notre détermination, ni quant à notre expression publique, bien en amont du 5 décembre. Et ensuite, nous avons mis en perspective la grève des salariés, usant de pédagogie, l'opposant
aux actions stériles et provocations prétexte aux engrenages répressifs, comme un moyen simple, pacifique, déterminé, efficace de se faire entendre. Rappelant son caractère de droit constitutionnel et sa reconnaissance par le Comité de la liberté syndicale de l'OIT comme, je cite, « moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux ». La Confédération a œuvré, tant dans l'expression que dans son comportement, avec ses homologues, à l'unité d'action la plus large. C'était le mandat. C'était le mandat parce que la condition de la réussite, la suite, nous la connaissons. Nous, nos militants, vous, les salariés mobilisés, ont été vaillants. Nous n'avons pas été timorés, mais au contraire, engagés, clairement, sans complexe ni hésitation. Ce qui nous a manqué, c'est l'unité d'action syndicale plus large. Certains secteurs, y compris où nous sommes présents, en ayant la capacité, ne se sont pas mobilisés dans le même temps. Et ce qui nous a manqué, parce qu'il s'agissait d'une initiative syndicale et non d'un mouvement se généralisant spontanément, c'est un niveau plus important d'implantation. Cela doit nous amener d'autant plus à mettre l'accent, nous y viendrons, sur le renforcement de notre organisation, de la formation de nos membres et de son développement. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas échoué. La mère des réformes, qui figurait au programme du président de la République, même si, comme nous le lui avons expliqué, et cela vaut aujourd'hui, son élection ne signifiait pas que la majorité démocratique avait exprimé non seulement une adhésion, mais ne serait-ce qu'une compréhension de ce que signifiait ce projet. La mère des réformes, en tout cas, n'a pas vu le jour. Certes, vous pouvez la survenue de la pandémie a contraint le gouvernement à stopper son coup de force avec le recours à 49.3. Mais nous avons aussi réussi, ne l'oubliez pas, à notre initiative, à faire que les cinq confédérations s'adressent formellement au gouvernement et au président de la République pour lui dire que nous nous opposions, les cinq confédérations, au retour de la réforme. Et nous avons encore tenu quand le président demandait, souvenez-vous aussi, trop d'informations chassent les informations précédentes, quand le président demandait en septembre 2021 au gouvernement de relancer la concertation. Mais nous le savions, il ne pouvait ne peut être question de s'endormir sur les lauriers de cette réussite. Nous avons aujourd'hui face à nous le projet de recul de l'âge légal de la retraite à 65 ans et la remise en cause des régimes existants. Nous avons clairement, d'ores et déjà, affirmé notre opposition, et là encore, en appelant à un véritable débat public. Si nous sommes opposés, ce n'est pas par simple slogan, encore une fois. Nous avons des raisons, comme nous avions d'ailleurs énoncé précisément nos raisons de nous opposer au système universel par points. Et ces raisons, nous avons bien l'intention de les faire entendre. Nos raisons sont que 62 ans et 43 années de cotisation, c'est déjà trop. Nos raisons sont que ce n'est pas aux salariés de payer le quoi qu'il en coûte. Nos raisons sont que ce qu'il faut avant tout, c'est assurer à tout un chacun un emploi de qualité et mieux rémunéré, de l'entrée dans la vie active au moment du départ à la retraite. Et c'est sortir les emplois de trop nombreux salariés
du confinement aux bas salaires, à temps partiel, aux contrats précaires, afin de permettre à toutes et tous de bénéficier d'une retraite décente et de contribuer ainsi, dans le même temps, au financement du système par répartition. Mes chers camarades, si vous avez lu un peu la presse ces derniers temps, j'ai été interrogé par les journalistes. FO milite-t-elle toujours pour un retour à 60 ans, me demande-t-on. J'ai répondu que dans l'immédiat, le réel auquel nous sommes confrontés est celui d'un président qui vient d'être réélu et qui entend reculer l'âge à 65 ans. Il faut donc commencer par bloquer un tel recul, car il serait quand même plus difficile de revenir à 60 ans si on laissait passer ou si on ne parvenait pas à empêcher le recul à 65 ans. Nous pourrons alors examiner les conditions d'un retour à 60 ans. Cela reste une aspiration pour FO, je l'ai dit, lisez Le Monde d'hier, un idéal. Nous n'avons pas accepté le passage à 62 ans, ni les 43 années de cotisation. Mes chers camarades, notre opposition au projet de système universel de retraite par points, en réalité un régime unique sous tutelle de l'État, et à la réforme de l'assurance chômage exprime aussi notre opposition au parachèvement de l'étatisation de la sécurité sociale dans son ensemble, engagé avec la création de la CSG puis le plan Juppé dans les années 90. Nous n'avons pas plus aujourd'hui qu'hier de raison d'accepter l'éviction du rôle des syndicats. Nous maintenons que le paritarisme, au sens de la négociation et de la gestion paritaire de la part des richesses produites par l'activité économique et donc par le travail, que le paritarisme demeure légitime. D'une part, parce que la cotisation sociale est encore majoritaire pour le financement de la protection sociale collective et, d'autre part, parce que la CSG et la TVA, qui contribuent aujourd'hui au financement de la sécurité sociale, sont majoritairement assises sur les revenus du travail. C'est pourquoi j'ai utilisé cette formule que le pouvoir d'achat des salariés, dont on parle tant et tant aujourd'hui, est aussi le pouvoir d'achat de la sécurité sociale. Et nous n'avons pas à rougir de l'efficacité du paritarisme. La Sécu et l'assurance chômage avec l'activité partielle ont protégé plus largement la population face à la pandémie. Et là encore, qui a en mémoire, qui sait que l'activité partielle, autrefois appelée chômage partiel ou chômage technique, est le produit, écoutez bien, je pense que nombreux d'entre vous ne l'ont pas en tête, le chômage partiel est le produit d'une revendication portée par la CGT Force ouvrière dans le cadre de la création de l'UNEDIC et il résulte d'un accord national interprofessionnel de 1968. Si nous ne rappelons pas encore une fois les résultats de l'action syndicale, nul ne le fera à notre place. Et rappeler sans cesse ces résultats, c'est inviter les salariés à nous rejoindre pour les défendre et en conquérir de nouveaux. Les principales difficultés en matière d'équilibre financier des systèmes de protection sociale proviennent à la fois de l'impact de crise, dont l'origine est le plus souvent financière ou économique, et dont les systèmes de protection sociale ne sont en rien responsables. Ils proviennent aussi de l'insuffisance d'emploi et de rémunération du travail. Les sujets de l'avenir du paritarisme, de son périmètre, de son autonomie, seront sans doute d'actualité dans les années à venir. Il nous revient de porter la défense du rôle effectif de la négociation collective, de la pratique contractuelle, productrice de droits effectifs pour les salariés, au niveau national, interprofessionnel et de branche, ainsi que la place du paritarisme pour la gestion de la protection sociale collective solidaire dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi la Confédération a maintenu son engagement dans les discussions et négociations y étant associées, dont celui ou celle de la modernisation du paritarisme
ouvert entre le patronat et les confédérations syndicales ces derniers mois. Nous sommes parvenus à un accord comportant des avancées dans les règles d'organisation des négociations dans le cadre d'un agenda autonome et, surtout, dans le même temps préservant nos positions de principe. Refus, premièrement, de toute référence à la loi de 2008. C'est FO qui a obtenu que l'on rejette dans ce cadre toute référence à la loi de 2008. La loi de 2008, on l'a réduit souvent à l'obligation de représentativité syndicale dans les entreprises. N'oubliez pas, mes camarades, que ceux qui ont signé la position commune en 2008 ont signé ou ont consacré la possibilité de déroger aux accords de branche au niveau de l'entreprise au prétexte de l'accord majoritaire, mes chers camarades. Et ça, nous l'avons constamment dénoncé, contesté. De la même façon, nous avons refusé ce qu'auraient voulu introduire certains membres du patronat, la CPME en particulier, toute forme de règles d'or budgétaires qui encadreraient la possibilité de négocier. Comme nous avons refusé tout cadrage gouvernemental de la négociation qui conduirait de fait à une colégislation. Comme nous avons refusé toute différenciation normative territoriale et comme nous avons obtenu la préservation de l'autonomie de désignation et de formation des représentants des confédérations syndicales en particulier. Mes chers camarades, défendre le paritarisme, c'est refuser de se démettre de notre rôle pour s'en remettre à l'État. À l'étatisme social, FO oppose de longue date la nécessité d'une clarification des responsabilités, des rôles et des financements entre ce qui relève de l'intérêt général et donc de l'État et ce qui doit relever de la solidarité ouvrière et du paritarisme organisé par la négociation collective et le contrat collectif, refusant de réduire le syndicat à un rôle de corps intermédiaire, subsidiaire ou sous tutelle de l'État. Défendre le paritarisme, c'est privilégier le contrat collectif, produit de la revendication, comme moyen de l'action directe du syndicat contre le patronat. Il y va à la fois de la liberté syndicale et de la République sociale contre toute forme de corporatisme. Nous n'allons pas changer, n'est-ce pas? Au cours de la période récente, et notamment de ces 4 dernières années, la question des libertés individuelles et collectives a été posée dans le débat public. Consciente que le syndicalisme ne saurait être indifférent à la forme de l'État, parce qu'il ne pourrait exister en dehors d'un régime démocratique, vous connaissez le préambule de nos statuts, la Confédération a été amenée à s'exprimer et à agir quand elle l'a estimé nécessaire, notamment en défense des libertés individuelles et collectives, celles de l'activité syndicale, du droit de manifestation et de grève, quand ils étaient mis en cause. En premier lieu, nous nous sommes exprimés publiquement, sans ambiguïté aucune, pour condamner les attentats et assassinats terroristes dont ont été victimes des fonctionnaires, agents publics, des passants, parce qu'ils exerçaient leur mission ou pour les symboles républicains et de liberté qu'ils représentaient. Ce fut le cas du professeur Samuel Paty, parce qu'il instruisait des enfants à la liberté d'expression et à l'esprit critique. Ce fut le cas de 3 personnes à Nice, dont le seul tort fut de fréquenter une église. Et ce fut le cas d'une fonctionnaire administrative de la police nationale. Face à l'effet de sidération légitime que subit la population, face aux réactions exacerbées, pas toujours dénuées d'arrière-pensée électoraliste, et face aux mesures à caractère extraordinaire et d'urgence prises au nom de la sécurité,
Il nous revient, en tant que confédération syndicale, de la démocratie et plus particulièrement des libertés et droits essentiels à l'action syndicale. Cela exige de nous, dans les mêmes conditions, de demeurer, en tant qu'organisation syndicale, en évitant les dévoiements en tous sens, clairs et intransigeants quant aux principes fondamentaux de la démocratie et de la République. La liberté, liberté d'expression, de critique et de caricature, est le rôle primordial de l'instruction publique obligatoire, l'égalité et la fraternité associées à l'unité et l'indivisibilité de la République, la laïcité fondée sur la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle ne doit souffrir d'aucune forme de soumission et détournement et elle exige d'être vigilant contre toute forme de violence, harcèlement et agression sexuelle. Comme nous avons rappelé notre condamnation constante de toute forme de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie, de discrimination à l'égard notamment des travailleurs immigrés. Que ce soit sur la loi dite de sécurité globale et les décrets de sécurité intérieure, sur les dispositions d'urgence sanitaire, la Confédération s'est exprimée clairement, sans esquiver les débats entre nous. Et, vous le savez, ils furent denses, ces débats. Concernant les dispositions prises au titre de l'urgence sanitaire, nous avons systématiquement défendu les droits des salariés, contesté les mesures dérogatoires au Code du travail qui ne se justifiaient ni d'un point de vue sanitaire, ni quant à la préservation de l'emploi, durée du travail, congés, etc. Vous vous souvenez. Nous sommes intervenus contre les dispositions affaiblissant les droits de représentation collective des salariés, notamment sur les délais d'information et de consultation des comités sociaux et économiques, où nous avons obtenu gain de cause au Conseil d'État et nous avons fait en sorte aussi de préserver systématiquement la libre circulation de nos délégués syndicaux, conseillers du salarié, représentants du personnel, même si nous n'avons pas réussi systématiquement à garantir cela dans tous les endroits. Nous n'avons pas confondu le rôle du syndicat avec celui des autorités scientifiques et médicales sur la question des protections, traitements et vaccins. Pour la santé des travailleurs et de la population, nous avons revendiqué les moyens de protection, les masques, le gel, les blouses qui faisaient défaut, y compris pour les personnels soignants, les tests, la production de vaccins lorsque ceux-ci ont été disponibles. Mais nous avons contesté, et FO a été, je ne dirais pas la seule, mais très à l'initiative et très visible dans ces moments, je me souviendrai longtemps de cet été 2020. Nous avons contesté la possibilité de licencier et nous avons obtenu le retrait de cette possibilité de licencier dans le cadre du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Et nous avons dénoncé les suspensions de contrats de travail. Nous sommes restés sur un positionnement de raison, libre et indépendant, et sur un positionnement syndical qui veut que, quand un salarié fait l'objet d'une sanction, on le défend pour qu'il puisse faire valoir ses droits, quelle que soit la raison de la sanction. La pandémie de Covid-19 a révélé les effets néfastes des politiques économiques restrictives menées depuis de nombreuses années, non seulement sur les services publics, à commencer par l'hôpital et les EHPAD, mais plus largement sur l'activité économique, l'industrie, les services et les emplois. Ce n'est pas nouveau pour FO, mais la mise en œuvre d'une stratégie en matière industrielle permettant de garantir la production des biens et services indispensables, à commencer en matière de santé et d'alimentation, ne peut plus souffrir d'atermoiements, comme elle est indispensable pour éviter les risques de manque d'approvisionnement des différentes filières.
Quand le gouvernement nous a interrogés sur la politique de relance de l'activité économique, la Confédération a appelé à ce qu'au-delà des mesures immédiates de soutien à l'emploi, l'État remplisse pleinement son rôle sur le long terme. Cela demande d'en finir avec les politiques qui ont mené à la désindustrialisation et à la délocalisation des emplois. Cela demande de responsabiliser les donneurs d'ordre sur les sous-traitants et l'ensemble de la chaîne de valeur, au plan national, européen et international, afin de stopper les stratégies de captation des plus-values qui alimentent les profits financiers. Cela demande de rompre avec le maître mot compétitivité, dogme de la concurrence libre et non faussée, dont les droits et protections des salariés sont la cible première et qui nous entraîne depuis trop longtemps dans la spirale infernale du moins-disant social. Cela demande de réglementer les marchés financiers, de mettre fin aux paradis fiscaux, à l'évasion et à l'optimisation fiscale qui alimentent la spéculation boursière. Cela demande que les politiques conduites au niveau européen et international tournent le dos à l'austérité et aux réformes structurelles imposant la rigueur budgétaire aux politiques sociales, notamment en matière de services publics et de sécurité sociale, et donnent au contraire la priorité aux normes internationales du travail édictées par l'OIT, tout en assurant la protection de l'environnement et les moyens de lutter et d'atténuer, de s'adapter au réchauffement climatique. Non, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi et non, le salaire et l'emploi ne sont pas ennemis du climat. La Confédération Force ouvrière revendique au niveau national, européen et international l'instauration de salaires minima là où il n'existe pas, la limitation des horaires de travail, le respect et le développement des négociations collectives et du principe de faveur aux conventions collectives nationales, le renforcement et l'élargissement des droits à la protection sociale collective. La Confédération s'est parallèlement portée en soutien de l'action de ces fédérations, unions départementales et syndicats sur plusieurs dossiers particuliers, industriels et liés à la transition énergétique. Pour le maintien des chantiers navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire, pour la recapitalisation d'Air France, pour la pérennité de la centrale thermique de Cordemais, pour le maintien d'un établissement de l'entreprise Ferropem, sur les conditions de la transition électrique dans le secteur automobile. Je pourrais en citer d'autres. Malheureusement, nos syndicats ont eu aussi à faire face à des restructurations, fermetures d'activités, délocalisations que nous n'avons pas pu empêcher, que leur mobilisation vaillante et déterminante n'ont pas suffi à empêcher. Nous avons appuyé notre fédération pour la défense du service public de l'électricité contre le projet Hercule, devenu Grand EDF, porteur de déréglementation et de privatisation, à nouveau sous l'égide du dogme de la concurrence qui domine toujours au niveau de l'Union européenne. Sur le climat, quand le gouvernement a convoqué une conférence citoyenne, la Confédération a mis en place sa propre conférence syndicale permanente ouverte aux fédérations et unions départementales, et nous avons ainsi publié un cahier revendicatif intitulé « Le climat et l'environnement, un enjeu social ». Nous avons maintenu notre engagement avec la Confédération syndicale internationale lors des COP, les conférences des parties sur le climat, qui se sont tenues ces 3 dernières années à Katowice, en Pologne, à Madrid, à Glasgow, au Pays de Galles. La réalité des inégalités est d'autant plus insupportable qu'à l'image de la crise de 2008, la pandémie n'a pas mis en difficulté les marchés financiers qui ont très vite recouvré leur niveau d'activité, de profits et de dividendes records, particulièrement en France et en Europe. Comment s'en étonner avec les réformes récentes que nous contestons, telles que l'instauration du prélèvement forfaitaire unique, dit flat tax, qui a été substitué aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu pour ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers, dont les dividendes. La réforme de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune et la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés. À cet égard, mes camarades, là encore, tout ce que les travailleurs gagnent
et gagneront pour les salaires par l'action directe des syndicats sera autant de moins qui s'évaporera sur les marchés financiers. Mais la réponse doit être aussi le rétablissement d'une fiscalité progressive qui accroisse la contribution des revenus en fonction de leur niveau, dont les revenus du patrimoine et les revenus financiers, à contrario d'une fiscalité de plus en plus assise sur les dispositifs proportionnels qui en limitent le caractère redistributif. Comme la Confédération revendique que les aides publiques aux entreprises, directes ou indirectes, soient conditionnées au maintien de l'emploi et des salaires, à l'interdiction des licenciements, aux investissements et à l'interdiction de dividendes. Il faut le dire et le redire sans complexe, mais avec conviction. La redistribution des richesses sous forme de salaire, de protection sociale, de services publics n'est pas un coût, n'est pas une dépense publique, mais le moyen collectif de la solidarité, de la dignité humaine. C'est en ce sens que la revendication est le moteur de l'histoire, comme aimait à nous le rappeler Marc Blondel. À la fin de cette année, en décembre, auront lieu les élections professionnelles dans la fonction publique. Nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois avec les fédérations et les syndicats de la fonction publique. Au moment de ce congrès, nous vous invitons toutes et tous, délégués ici de vos syndicats, du public comme du privé, à relayer et appuyer cette mobilisation. Car notre affirmation « Il n'y a pas de République sans service public », qui était notre slogan lors des élections en décembre 2010, demeure pleinement d'actualité. Et celui de cette année, le service public a une histoire, donnons-lui un avenir, le prolonge. Parce que défendre la fonction publique et le statut général, soutenir les revendications des fonctionnaires pour leur salaire, alors que le point d'indice est resté gelé à nouveau ces 5 dernières années, pour la revalorisation de leur carrière, pour les effectifs et les moyens indispensables à leurs conditions de travail, c'est défendre, oui, la République, l'égalité, la neutralité du service rendu aux citoyens, la continuité, l'unité, l'indivisibilité de la République, la laïcité. Cela n'a rien de désuet, mais demeure pleinement moderne et indispensable. Alors, engageons-nous, engageons nos militants avec nos camarades de la fonction publique. Et cela vaut à l'éducation nationale, dans les services de l'État en général, dans les finances particulièrement malmenées sur le plan des suppressions d'emplois, dans les hôpitaux, les EHPAD, dans la fonction publique territoriale, à la Poste, trop souvent invisibilisée, et qui assure pourtant ce que j'appelle le service public du quotidien, le service public de proximité. Conforter le respect des principes de la République doit commencer par assurer et rétablir les moyens effectifs des administrations et entités publiques en charge du service public, à l'encontre de politiques menées depuis de nombreuses années d'inspiration libérale économique et sous l'influence croissante du droit de l'Union européenne. Ce que je viens de dire est tiré de l'étude d'impact du projet de loi dite confortant les principes de la République, comme quoi qui conduisent ces politiques à réduire la sphère publique, à déléguer et privatiser nombre de missions de service public, à la fermeture de nombre de services locaux, facteurs de désertification et de sentiment d'abandon sur le territoire, tant en zone rurale qu'urbaine. Nous avons rappelé les raisons de notre contestation de la loi de transformation de la fonction publique qui, en élargissant les recrutements de salariés contractuels, contribue à affaiblir la portée des droits et obligations relevant de l'application du statut général des fonctionnaires, comme nous contestons la loi dite 3DS, ce n'est pas une voiture, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique, tel est son nom, dans la mesure où elle conduit cette loi à rompre avec les principes d'égalité, d'unicité et de continuité. Mes camarades, j'arrive au terme de ce rapport d'activité et de ce mandat.
Nous sommes à quelques jours des élections législatives, après qu'aient eu lieu les élections présidentielles. Comme dans le contexte de chaque période électorale, la Confédération FO est demeurée et demeurera sur son terrain syndical, libre et indépendante. Cela nous conduit à ne pas donner de consigne de vote. Mais cela n'est pas une posture de facilité, parce que nous voulons rassembler en notre sein les salariés dans leur ensemble, pour leurs conditions de salariés, parce que chacun doit... Nous devons aller au-devant et convaincre les travailleurs, femmes et hommes, jeunes, en apprentissage, en stage, en situation de précarité, à temps partiel, des petites et très petites entreprises, à domicile, isolés, demandeurs d'emploi, travailleurs de plateforme aujourd'hui. Nous devons aller au-devant et convaincre ces travailleurs de prendre part au syndicat, non pas de suivre, mais de prendre part au syndicat, avec l'amélioration de notre organisation, de l'efficacité de nos fédérations nationales et secteurs professionnels, avec le maintien et le développement de nos implantations interprofessionnelles locales, UD et Union locale. Un enjeu important sera celui de la cotisation, en simplifier la forme et en élargir le paiement en tenant compte des difficultés que cela peut représenter selon les situations de salariés. Il revient aux délégués des syndicats au Congrès de débattre sur l'activité conduite par la Confédération. Vous nous direz si nous avons répondu au mandat qui lui avait été confié, celui de l'affirmation de la parole, du crédit de la parole de FO. Nous avons réinstallé Force ouvrière au centre du jeu social, considérait récemment une journaliste spécialisée sur les questions sociales et syndicales. Cela dans un contexte particulièrement difficile, du fait à la fois de nos difficultés et des circonstances extraordinaires auxquelles nous avons été et sommes confrontés sur le plan politique, avec la mise en cause de l'exercice de la démocratie, du rôle et de l'indépendance des syndicats, de la place de la négociation collective, face aussi aux conséquences de la pandémie et de la guerre. Nous avons conforté notre représentativité en asseyant notre troisième position dans le privé dès décembre 2018 dans la fonction publique, et nous avons conquis de nouvelles implantations, dont celle symbolique à la RATP. Même si rien n'est acquis et demeure un combat de tous les jours. Après le résultat obtenu en novembre dernier à la RATP, où FO est devenue la deuxième organisation syndicale avec près de 28% des voix, nous avons enregistré ces derniers mois d'autres résultats favorables, avec de très bons résultats, notamment à Montpellier. FO est devenue deuxième organisation syndicale dans les transports urbains. À la Sécu, Caisse primaire de Paris, FO progresse de 8%, restant première avec 36,71%. Au sein de l'entreprise de communication Free, sur 5 629 salariés, FO vient d'obtenir 58,23%. Chez Normac, une entreprise de matériel de pêche, FO, qui s'était implantée en 2009, a pu présenter une liste complète et est devenue majoritaire. Au sein d'une entreprise de bionettoyage, Arc-en-Ciel, 4 800 salariés, FO est première avec 43,56%. Nous venons d'obtenir la confirmation de notre première position avec 43,5% au sein de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, un établissement de santé privé de près de 2000 salariés. Dans le raffinage, pétrochimie de Total Énergie, sur 7300 salariés dans 9 établissements, FO progresse de 5,54 points pour atteindre 17,94% de représentativité. Dans certains établissements de Stellantis, ex-PSA, nos camarades ont dû faire face à une direction qui, à l'évidence, a favorisé une autre organisation. Mais nous avons réussi à maintenir globalement notre première position.
Avec les élections dans les très petites entreprises, les TPE, FO a retrouvé la représentativité chez les assistantes maternelles et avec une progression de 2,5% et deuxième à 16,5% chez les salariés des particuliers employeurs, auxiliaires de vie, ménages. FO a aussi conforté sa première position dans la pharmacie d'officine. Je ne peux pas allonger ce rapport d'activité, je sais déjà que j'aurais mécontenté ceux que je n'ai pas cités. N'hésitez pas à nous faire part de vos résultats, même parfois quand ils sont difficiles ou décevants. C'est important. La conclusion, mes camarades, la conclusion. FO n'a pas vocation à demeurer troisième confédération syndicale de ce pays. Non, mes camarades. Nous avons vocation à progresser, progresser encore et encore chaque jour. Nous avons consolidé, solidifié la Confédération, ses moyens, son administration, par ses instances, y compris sur le terrain financier, tant pour sa politique revendicative que pour son organisation et fonctionnement, pour le suivi financier et budgétaire, pour sa politique de développement, avec la mise en œuvre de chantiers importants. Nous avons su assurer le renouvellement dynamique de nos responsables dans les unions départementales et fédérations. Nous avons fait et nous faisons la démonstration que ni le patronat, ni une autre conception dite syndicale, et nul au pouvoir aujourd'hui ou demain, ne pourront mettre en cause ce qu'est la Confédération générale du travail force ouvrière, fondée sur la charte d'Amiens. Nous ne nous en remettrons jamais à qui que ce soit autre que nous-mêmes pour la définition et la mise en œuvre des revendications que nous portons. Nous pouvons donc être confiants dans notre avenir. Nous avons la capacité d'en faire la démonstration collectivement. C'est notre responsabilité la plus importante. Faisons ainsi en sorte que notre Congrès démontre à la face de tous que nous sommes unis, forts et riches de ce qu'est la Confédération générale du travail force ouvrière, une organisation de la classe ouvrière libre et indépendante, ambitieuse et conquérante quant à son rôle et au développement de sa force militante pour la justice sociale. À vous la parole, mes camarades. Débattez, argumentez, critiquez, contestez, approuvez. Faites-le librement, sans crainte ici. Ici, la parole est libre, contradictoire, respectueuse, fraternelle. C'est la richesse de notre indépendance. Faisons qu'au sortir de ce congrès, nous soyons fiers de notre confédération, fiers de notre engagement syndical, déterminés à porter haut et fort cette fierté, les couleurs de force ouvrière, déterminés à convaincre autour de nous du rôle du syndicat, de notre syndicat et de l'importance d'y prendre part. Encore une fois, ce congrès est votre congrès, celui des syndicats qui vous ont délégués et mandatés. Et nous le chanterons, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Au terme de ce congrès, comme nos statuts le prévoient, vos représentants au comité confédéral national, représentants que vous avez élus et mandatés dans vos unions départementales, fédérations nationales, procédera à l'élection d'une équipe, celle du bureau confédéral, de la commission exécutive, avec la commission de contrôle et celle des conflits. Elle sera, cette équipe, portée par vos débats, vos résolutions. Elle sera celle du rassemblement, de l'ambition et de l'esprit de conquête pour l'émancipation des femmes et des hommes, des travailleurs. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci mes camarades.
Chers camarades, je veux vous remercier, je veux le faire tout de suite, quand vous êtes toutes et tous là. Je veux vous remercier toutes et tous ces camarades militants qui ne sont pas ici aussi, que j'ai rencontrés et qui ont fait, qui font que sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes, que je ne serais pas non plus ce que je suis. Je remercie plus particulièrement Nadia, qui a assuré mon secrétariat, Sébastien, à qui je pouvais demander à tout instant une note sur tel ou tel sujet et qui me la préparait presque aussitôt, Priscilla, complice des plateaux télé, radio et autres interviews, notamment lors des départs de manifestations, Dominique, Ludo et Jackie, qui m'ont conduit un peu partout, que vous avez rencontrés, Malik et ses camarades, qui ont assuré notre sécurité, ma sécurité, à des moments délicats. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des membres du Bureau confédéral. Cette période n'était pas facile pour eux, pour elles, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous sommes tous trouvés. Je remercie toutes et tous, d'autant plus qu'il a fallu qu'ils supportent mon caractère qui ne fait pas, je crois, le meilleur de ma réputation. Merci à eux. Et je remercie aussi tout de suite en votre nom, et je le referai, les équipes, celles de la Confédération, celles de l'Union départementale. Merci à toi, Yanis, qui depuis des mois se sont donnés à fond pour la réussite de ce congrès. Nous allons le réussir. Bravo, bravo, bravo à vous toutes et tous.